Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on est passé d'un enfant don de Dieu ayant la fitra à un enfant pervers polymorphe, incestueux et cannibale. Pour ce faire, je vais donc replacer l'homme par le prisme de la vision traditionnelle, de la religion spirituelle, pour ensuite aborder très succinctement l'ensemble, l'évolution de l'enfant avec son ego. Et ici, on va donc voir l'évolution de l'enfant par le prisme de Freud. Il y aura également la lecture d'un article fait par un psychanalyste freudien qui va nous expliquer qu'on serait tous pédophiles. Vous ne le saviez pas? Bah moi non plus. Parce que tout ça, ça se joue dans l'inconscient. Donc je vais expliquer dans un premier temps la religion. La religion permet de relier les uns aux autres, de ne pas être chacun dans sa petite bulle et être les ennemis les uns des autres. Donc en religion, il y a deux parties. Il y a l'exotérisme, c'est tous les rites, les rituels, par exemple la prière, le jeûne, toutes les fêtes qui vont donner un rythme à la société, permettre de créer des liens entre personnes. Et il y a l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, on y trouve tous les principes divins, toutes les valeurs. Voilà, toutes les valeurs auxquelles vous tenez tant viennent de la religion. Et elles sont comprises et retrouvées lorsqu'on a de plus en plus de connaissances ésotériques. La religion, dans les textes sacrés, on a la compréhension de son âme et de son ego. Donc, l'âme haute, c'est le soi, et l'ego, c'est l'âme basse. Et l'expérience dans cette vie, c'est de maîtriser son ego pour y asseoir son âme, le soi. Pour ce faire, lorsqu'on donne une éducation religieuse, on va passer par des principes, des valeurs, on va donner une discipline, en ayant soi-même déjà une discipline, pour effectivement, à ce qu'on puisse donner les clés qui vont permettre d'avoir de la connaissance. J'y connaissance et pas savoir. On va donner du savoir, mais ce savoir-là doit par la suite être intégré pour être compris. Donc, c'est ce qui va donner de la connaissance. Et ceci va se faire par l'expérience, par l'analyse, par les échanges, par de la lecture. Enfin, voilà, toute une vie, effectivement, où on va ouvrir son champ de conscience pour effectivement monter dans le monde imaginal. Et pour ça, pour le monde imaginal, je vous renvoie à ma première vidéo. Donc, le Créateur, Dieu, a envoyé plusieurs prophètes, plusieurs messagers, et pour certains, il a laissé un socle pour créer des civilisations. Quoi qu'il en soit, dans les différentes voies qui seront composées d'un exotérisme différent dans la forme, on y trouvera toujours le même fond ésotérique. C'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. C'est les principes universels. Voilà, on peut dire aussi c'est l'ordre cosmique. Lorsqu'on va ouvrir son champ de conscience, de connaissance, la lecture des textes sacrés va également s'enrichir. On dit qu'on a 4 niveaux de lecture. La plus basse, c'est la littérale. Ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre à la poubelle, il y a des choses à en tirer. Mais rester uniquement sur une lecture littérale, c'est de perdre du coup le côté ésotérique et perdre de vue les principes et les valeurs. Ce qui peut expliquer en grande partie effectivement toutes les dérives, toutes les déviances qui se disent rattachées à la religion. Et toutes ces dérives-là, ça s'appelle de la religiosité. Voilà. Donc, voilà. Et à savoir que dans un monde traditionnel, lorsqu'il y a la connaissance en soi, qui vient de l'intérieur et qui part vers l'extérieur,
il y a toutes les activités qu'on va mener seront sacrées. Non pas parce qu'on idolâtre tout et n'importe quoi, c'est que derrière tous nos agissements, on va essayer d'être dans l'équilibre, dans de la qualité, dans la reconnaissance de l'autre, dans l'équilibre en soi. L'équilibre en soi va du coup se projeter pour permettre d'avoir une relation équilibrée avec l'autre. Voilà un petit peu l'idée. Dans les sciences sacrées, on parle beaucoup d'énergie. L'enfant, il a une énergie très rattachée à la mère, les 7 premières années. De 7 à 14 ans, l'énergie du père. De 14 à 21 ans, c'est l'énergie du maître. Généralement, c'est là où il rentre dans des corps de métier, où il sera d'abord apprenti, compagnon et maître. Donc là, je parle dans la tradition. N'y voyez pas quelque chose de, on va dire, moderne où la mère serait uniquement le besoin primaire de l'enfant, qu'il n'y aurait pas le père et qu'ici, il n'y aurait que le père et que la mère n'aurait plus d'importance. Ça, c'est une vision totalement moderne. Voilà. Là, je parle d'énergie. Donc, à travers donc, la religion, l'ésotérisme, et je dis bien ésotérisme parce qu'en fait, on est à la fin des temps où beaucoup de personnes se rattachent uniquement au rituel et ont perdu les symboles, ont perdu en fait le sens des pratiques. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc tout ceci va permettre en fait de trouver un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. S'enraciner dans la matière en ayant la vue, la tête dans les étoiles. Trouver cet équilibre pour effectivement être un homme verticalisé. Voilà. Donc à ce niveau-là, on va parler donc de l'ego et de l'âme. Donc l'ego, on va dire, c'est ce qu'on crée à partir de nos expériences, de nos connaissances, de notre savoir, de notre environnement. Il y a énormément de choses qui vont influencer en fait notre paradigme. L'ego n'est pas à détruire, il est à structurer, à équilibrer. Donc cet ego avec le soi, avec l'ego structuré et équilibré, le soi, l'âme haute, va pouvoir effectivement s'exprimer. Dans les sciences sacrées, et là je parle notamment de la vision de la psychologie bouddhiste, mais on retrouve ça dans les autres voies. C'est par exemple, on va parler des 5 éléments. Je ne rentrerai pas dans les détails à ce niveau-là, mais il y a également un lien avec les astres. L'homme n'est pas détaché de la nature, l'homme est au centre de la nature et reçoit énormément d'influence. Voilà. Je dirais également qu'il n'y a qu'une vérité et qu'une réalité, c'est le Créateur. Et nous, dans tout ça, on va essayer de trouver un équilibre. Lorsqu'on arrive et qu'on grandit, on est dans l'ignorance. Et l'initiation, c'est de permettre de rentrer dans la connaissance. Et pour ce faire, on nous donne des clés, des explications qu'on peut intégrer et permettre de sortir de la confusion. On est toujours dans un jeu d'équilibre. Lorsque on vient au monde, on va dire qu'on a un certain nombre de conditionnements génétiques, environnemental, astral, familial, mémoriel, voilà. Donc, il y a un certain nombre de distorsions déjà en son sein. Il y a également toutes les distorsions au niveau sociétal. Et en fait, c'est de pouvoir cheminer
par l'expérience, par les échanges, pour effectivement trouver son équilibre. Donc là, je vais juste expliquer un petit peu. Lorsqu'on est dans son centre, on est dans l'intelligence omniprésente, dans la confiance, dans la compassion, la clarté, l'équanimité. On trouve l'unité en soi, sa centralité, sa verticalité, pour retrouver l'unité suprême. Lorsque les éléments sont déséquilibrés, on peut être en excès ou en manque. On va fluctuer. Par exemple, au niveau de la confiance, on peut être un peu trop naïf, au niveau un peu trop sentimental. Donc effectivement, il y a certaines choses qu'on va nier pour rester dans un confort. On peut être également dans une méfiance extrême. Lorsque il y a des traits qui vont se solidifier, ça va donner des pathologies, notamment par exemple la paranoïa. Lorsque on a un certain nombre de traits qui vont se solidifier, ça peut donner par exemple la perversion. Pour ensuite arriver à un état d'extrême solidification qui est le pervers. Tout ça, c'est par étapes et c'est progressivement. On va dire que la personne va rentrer dans un cercle infernal. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir en arrière. Encore faut-il qu'il puisse avoir les clés et les moyens de compréhension. Or, on est dans une société où on ne nous donne absolument rien. Enfin, j'exagère un petit peu. Et arrivé à un certain stade de perversité, de perversion, lorsque l'ego a pris totalement la place, lorsque le cœur s'est solidifié, la lumière divine ne passe plus. À savoir, en chacun de nous, on a ce qu'on appelle la fitra, le Bouddha intérieur, l'enfant intérieur, l'étincelle divine. Et c'est justement, c'est cette coupure avec cette énergie, son centre, qui fait qu'on peut rentrer effectivement dans des très grosses pathologies. Entre les deux, il y a effectivement on peut avoir des dépressions, on peut avoir effectivement des moments où on peut être un peu plus anxieux, etc. Mais ça, c'est le jeu de la vie et c'est aussi à travers ça qu'on apprend à mieux se connaître. Voilà, je pense qu'avoir fait un peu le tour là-dessus pour donner une petite idée. Donc maintenant, revenons au développement de l'enfant. L'enfant, lorsqu'il vient au monde, c'est une conscience. Il est baigné dans le monde subtil. Il possède en lui la fitra. Il n'a pas conscience de lui-même. Ça se fera au fur et à mesure. En prenant conscience de son corps, il pourra faire une distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Il y aura donc à la fois un développement cognitif, psychomoteur, psychoaffectif, social, relationnel. Il va créer donc son paradigme, par des expériences, faire un retour au départ de plaisir, des plaisirs, et puis ensuite ça sera des pensées de plus en plus complexes. Il est énormément également dans le mimétisme. En son sein, comme chez nous, on a également des émotions. L'enfant, on va dire qu'il est très pris par ses émotions, qu'il va apprendre au fur et à mesure à maîtriser. C'est assez simple, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, on part du principe que l'enfant a une conscience. Ok ? Et en grandissant, arrivé à une maturité psychique, il aura donc le socle pour avoir une sexualité. Cette sexualité ne peut se dire qu'à partir du moment où il y a une capacité d'avoir des fantasmes sexuels, créés et non pas induits. Je stipule parce que dans la vision de Freud, c'est pas du tout ça, hein. On retrouve absolument pas ces données et il n'y a aucun lien avec effectivement les connaissances des sciences sacrées qui eux nous permettent d'avoir les clés, de les accaparer
pour effectivement apprendre à se connaître. Et comme il est dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets des dieux. Donc, pour Freud, déjà au départ, il y a un détournement du soi, de la conception du soi dans ses analyses. L'esprit n'est plus qu'une vue de l'esprit, des concepts. L'âme, il le réduit à l'ego et il y a le corps. Tout n'est que construction mentale avec en arrière-plan un inconscient. Le surmoi, donc c'est le super-ego, c'est le super-moi. Il y a le ça, c'est tout ce qui est la petite brèche de l'inconscient qui est conscientisé. Et il y a le moi. Donc l'enfant, il a un rapport d'objet à objet. Il n'y a pas de conscience. Freud, dans ses analyses, il n'y a pas de vue d'ensemble, hein. Il reste uniquement sur des zones érogènes. Donc il va parler de stade oral, anal et phallique. Où dans ces stades-là, il y aurait des plaisirs auto-érotiques, sadiques, masochiques. Par la suite, il y aurait le complexe d'Oedipe où l'enfant veut tuer le parent du même sexe pour coucher avec le parent du sexe opposé. Donc le fils veut tuer son père pour coucher avec sa mère. Et en fait, Freud il s'appuie beaucoup sur la mythologie, mais la mythologie vue par un borgne, bah, ça donne de la merde. Il va également refouler donc ce désir d'inceste. Et c'est parce qu'il y a une éducation, c'est parce qu'il y a une morale, qu'à partir de 7 ans, il y aura donc cette phase de latence. Il y aura énormément de refoulement. Donc on parlera même de désexualisation progressive des pensées et des comportements grâce à un travail de refoulement permanent permettant les sublimations. Donc s'il y a un travail de désexualisation, ça veut dire qu'à la base, il y a une sexualisation. Mais attention, on dira oui, effectivement, il y a la mise en place de la sexualité, mais au sens large. Donc c'est toujours le même principe en fait, hein. C'est de nous donner des mots, de l'élargir au maximum, et à un moment donné, on ne sait plus de quoi on parle. Je vais juste revenir aussi à la question de l'objet, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. C'est qu'il y a un rapport en fait, effectivement d'incorporer les objets autour de soi. Il parle même d'incorporer la mère sur un mode cannibalique. Bon, on va nous rassurer en disant que tout ça est symbolique. Ça nous rassure, merci. Voilà, donc tout tourne autour de la sexualité, de l'énergie sexuelle. Dans ces analyses, c'est morcelé. Il va dire tout et son contraire. Par exemple, à ce niveau-là, lorsqu'il dit que l'enfant veut incorporer en son soi, il va également dire que l'enfant n'a pas de notion d'intérieur et d'extérieur, mais que tout ça, c'est symbolique. Bon, je ne sais pas si vous avez essayé de lire Freud. Moi, j'ai tenté à plusieurs reprises, mais sincèrement, on ne s'y retrouve pas avec des personnes très confuses. Ça dit tout son contraire. Les théories de Freud donneront par la suite la psychanalyse et ça donnera des spécialistes, des psychanalystes qui, eux, auront les clés pour aller sonder les méandres de l'inconscient, qui seront les seuls à pouvoir interpréter, analyser ce qui est dit. Donc, joli tour de passe-passe pour effectivement garder les personnes dans l'ignorance et dans la dépendance. Et voilà, donc je vais donc parler là du délire freudien. Parce que Freud, c'est le socle de la pédophilie. On va dire des arguments scientistes pour les pédophiles. Comme je l'ai expliqué, un pervers, il a une relation à l'autre d'objet. Je vous renvoie à la première vidéo. Je n'ai pas réitéré. Donc l'enfant, il a un rapport d'objet à objet. Il est pervers. Il est toujours dans une recherche de plaisir sexuel. C'est un pervers polymorphe.
Donc en fait, les pédophiles, ils vont juste satisfaire ce que l'enfant refoule. Et il refoule à cause de qui et de quoi? Il refoule à cause de la société, des parents. L'intérêt du refoulement, selon la psychanalyse, c'est pour qu'il puisse sublimer et pouvoir aller vers l'apprentissage. Donc en fait, l'enfant, il aurait des fantasmes sexuels non assumés, ou plutôt refoulés dans son inconscient. Et là, en fait, ça rejoint le standard. Parce que le standard, on demande quoi à l'enfant? On demande à ce qu'il reconnaisse sa part de responsabilité. On va lui demander à ce qu'il donne son consentement clair, qu'il sache dire oui ou non, et qu'il soit responsable. Parce qu'un enfant, il ne faut pas l'infantiliser. Pour aller encore plus loin, il y avait aussi cette notion de parano et de pervers. Selon Freud, le pervers, il n'a pas de projection. Quand on parle des pédophiles, on dit que c'est des pervers. Les pervers n'ont pas de projection. Seuls les paranos l'ont. On va s'arrêter sur un instant sur le mot parano. Donc, selon Freud, le parano serait une personne qui projetterait ses délires, ses envies sur l'autre. Alors que dans notre représentation collective, le parano, c'est plutôt une personne qui va être dans l'hyperméfiance. Et lorsqu'il arrive à un point de solidification, il va devenir paranoïaque. Donc là encore, en fait, c'est tout ce que fait Freud, c'est de se mettre toujours la confusion, le trouble. Il va détourner des mots, comme le soi, entre la vision traditionnelle et la manière dont il traite ce mot, il le détourne. Et le mot pervers, pour lui, il n'y aurait pas de projection. Donc en fait, par la suite, je vais vous lire donc un article d'un psychanalyste où tout ce qui a été dit est mis clairement en relief. Alors, article de Libération. Ça a été publié en 1997. Pédophilie, où est la gêne? Les pulsions pédophiles existent en chacun de nous. Et les affaires mettent mal à l'aise parce qu'elles interrogent notre capacité à sublimer et à poser des limites à l'enfant. Les affaires récentes de pédophilie créent dans les institutions de l'enfance un malaise. Faut-il intervenir? Quand? Comment? Où sont les limites? Dans la confusion générale qui agite le débat, il faut dégager ce qui, à mon avis, en tant que psychanalyste, sont les deux vraies questions. La première, c'est que tous les adultes qui s'occupent d'enfants ont à s'interroger sur leur motivation, leur attitude, leurs limites, leur vigilance et leur rigueur. Car toute relation éducative, pédagogique ou thérapeutique avec un enfant s'appuie sur des tendances pédophiliques sublimées. Que veut dire pédophilie? Aimer les enfants? Oui, nous aimons les enfants. Mais que veut dire aimer? Ou de quel type d'amour s'agit-il? L'amour est un sentiment complexe. L'amour pour l'enfant encore plus. L'amour est ambivalent. L'amour a de multiples facettes. Dans l'amour, il y a la tendresse, mais aussi la passion. Il y a l'attirance qui comporte toujours une part d'érotisme. Il y a le souhait de nourrir qui peut se transformer en gavage. Il y a le respect de l'autre qui peut devenir de l'indifférence. L'amour peut être possessif au point de vouloir détruire l'autre plutôt que de le voir s'échapper. Il y a le désir de faire du bien et parfois devient un mal. Et puis surtout, il y a ce point, le plus énigmatique et le plus choquant des relations humaines, c'est que l'amour peut conduire certains à trouver du plaisir à faire souffrir. Tout cela fait partie de la relation qui s'instaure entre un adulte et un enfant. La pulsion pédophilique existe chez chacun de nous, mais son devenir n'est pas le même chez chacun de nous. C'est la confusion de ces deux registres qui amène à la passe actuelle. Les bébés, c'est ce qu'il y a de plus mignon et de plus adorable, mais aussi ce qu'il y a de plus terrifiant, car il éveille en nous, on pourrait dire, excite en nous des émotions, des désirs et des fantasmes très intenses. Nous avons envie de les
croquer, embrasser, dévorer, câliner, sucer, malaxer, pénétrer, triturer. Ce n'est pas pour autant que nous sommes tous des pédophiles. Car si la pulsion inconsciente est la même pour tous, son expression et sa réalisation vont passer le filtre des processus psychiques qui constituent notre vie mentale. Entre l'action et la sublimation, il y a un monde. Le monde de la vie psychique. Ce qui fait de nous des humains, c'est précisément cette capacité à transformer la pulsion. Les pulsions sont brutes, aveugles, pauvres, peu variées. Elles sont le lot commun de ce que nous avons en partage. Mais leur devenir est une histoire singulière, où se tissent les fils de ce qui est congénital, familial, historique, intrapsychique, transgénérationnel, environnemental, social et culturel. Ce devenir, lui, est source de grande richesse sur le plan humain et intellectuel, pouvant aller des vocations pédagogiques du haut niveau à un tableau de Balthus. Par conséquent, dire, comme on peut l'entendre dans les médias ou dans les bouches des ministres, ces jours-ci, on va éradiquer le fléau, est une aberration. C'est se tromper d'adversaire et mal choisir ses armes. Si ennemi il y a, il faut le cerner et le connaître. C'est une règle élémentaire en stratégie. L'adversaire n'est pas seulement le pédophile, qu'il faut évidemment sans ambiguïté poursuivre et condamner, mais c'est le silence et la gêne, notre silence et notre gêne. La stratégie, ce n'est pas seulement de dévoiler les affaires au grand jour, mais se demander pourquoi nous avons tant de mal à entendre les enfants lorsqu'ils nous parlent. L'objectif n'est pas seulement de donner au témoignage des enfants la valeur judiciaire qui permette les poursuites, mais c'est de s'interroger sur les conséquences psychiques de ces dépositions, et donc des conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler. Alors, la deuxième question est celle-ci. Ce dont il faut protéger l'enfant, ce n'est pas seulement de la violence des adultes, leur séduction, leur érotisme, leur emprise, mais également de sa propre violence, à savoir la sexualité infantile. Découverte par Freud en 1905, mais toujours, et malgré les apparences, scandaleuse. L'enfant lui-même est habité et traversé par des flux pulsionnels et émotionnels d'autant plus intenses qu'il n'a pas encore les moyens de les canaliser ou de les symboliser. Pipi, caca, boudin, zizi, c'est le monde de l'enfance. Je t'attrape, je te flaire, je te mords, je te touche, j'enfonce mon doigt là où je peux, je te lèche, je te suce, c'est ainsi que les enfants échangent et aiment. Aux adultes de les mettre des limites, de les amener sur la voie où l'autre n'est plus un objet qu'on peut manipuler au gré de ses désirs, mais une personne dont il faut tenir compte et qui peut souffrir. Par conséquent, et n'en déplaise à ceux qui dénoncent les pédoprotecteurs qui chercheraient à maintenir les enfants dans une dépendance infantile exagérée pour restaurer l'ordre moral. Oui, l'enfant a besoin d'être protégé. Protéger ne veut pas dire infantiliser. Être dépendant ne veut pas dire être réduit à un état de victime, innocente ou passive. C'est une mauvaise compréhension de la notion de dépendance qui rend le débat actuel confus. La vie psychique infantile est un long parcours semé d'embûches pour accéder à une relative autonomie. Il peut être tentant de voir dans l'enfant un être déjà autonome, un petit adulte, pour ne pas reconnaître cette dépendance dont chacun de nous s'est dégagé, ô combien laborieusement et souvent incomplètement. Donc l'article, là, c'est pareil, hein, c'est énormément de confusion, on ne sait pas de quoi il parle. Mais quoi qu'il en soit, le message de fond, c'est quoi? C'est que l'enfant, il a sa part de responsabilité dans les histoires de pédophilie. On n'oublie pas que l'enfant, il est dans l'ignorance et dans la découverte de son corps, de son environnement. Le psychique n'étant pas là, c'est le pédophile qui va projeter. Mais Freud donne un socle scientifique pour effectivement se dépatouiller. Hein. Voilà. Et je ferai une dernière vidéo sur le corps, parce qu'en fait, le corps, c'est par lequel le pédophile va mettre l'enfant en état de sidération et pouvoir en fait contrôler l'enfant et le mettre sous emprise
pendant des années et des années. Oui, donc je finirai donc cette vidéo par le corps. On rappelle hein, que Freud ne voit que la bouche, l'anus et le sexe. Bon. Alors là, je vais ouvrir le champ. C'est pas uniquement l'enfant, mais voilà. Le corps, on a des sensations extérieures. Quand on va toucher un objet, on va savoir si c'est doux, si c'est rêche, si c'est froid, si c'est chaud. C'est des informations qui viennent de l'extérieur, qui vont être ensuite traitées par le psychique. On ne décide pas de savoir si on veut une sensation agréable ou désagréable. Ça, on ne le contrôle pas. Il faut vraiment avoir des années d'expérience en méditation comme les yogis ou les moines Shaolin pour avoir ce type de contrôle et avec en plus énormément de préparation auparavant. Ce qui n'est pas notre cas. À partir de cette notion, donc l'enfant, il a une ouverture progressive de son psychique. Beaucoup plus tard, il va pouvoir donc asseoir la sexualité et les gestes sexuels et comprendre la réelle mesure, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est enfant. Le pédophile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mélanger les gestes de tendresse avec des gestes sexuels. L'enfant ne peut pas faire la distinction. La seule chose qu'il aura, c'est il aura, on va dire, comme une intuition de quelque chose qui n'est pas normal. Il ressentira parfois du désir et également du dégoût. C'est, on va dire, des gestes qui ne peuvent pas être traités par le psychique de l'enfant. Et généralement, les enfants, ils se mettent en état de sidération parce qu'il y a un bug entre l'information qui est donnée et l'incapacité de traiter cette information avec un sentiment de malaise. Et en plus de ça, à rajouter que l'adulte, il a un ascendant sur l'enfant, il a une autorité. Le pédophile va, en plus de ça, jouer sur l'entourage. Ça va être quelqu'un de respecté, ça va être quelqu'un d'adorable, de serviable. Il va mettre tout le monde dans sa poche. Et l'enfant, c'est ce qu'il voit. Il voit un adulte qui s'entend avec ses parents, qui s'entend avec tout le monde. Donc, forcément, dans le traitement qu'il va faire, c'est que c'est lui qui n'est pas normal. C'est que beaucoup plus tard, qu'il va comprendre, en fait, et pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et là encore, il y aura des blocages parce qu'il y aura effectivement sa parole qui peut être remise en cause, enfin en doute. Il y a, lorsque ça se passe dans un socle familial, le risque de faire éclater la famille. Il y a également cette sensation de mal-être, ces instants où il a pu ressentir du plaisir, parce qu'on ne lui a pas expliqué que le corps, en fait, les sensations du corps, il ne peut pas les contrôler. Et le pédophile va aussi jouer là-dessus. Il va dire, c'est pour ton bien. Il va jouer sur la notion de bien-être. Il va lui faire aussi des cadeaux, il va être gentil, il va rigoler. Et en fait, il y aura une confusion, en fait, entre le côté, on va dire, entre guillemets, protecteur, et le côté prédateur. Et un enfant, il ne peut pas faire cette distinction-là. Bon, ça, c'est quelque chose quand même d'assez basique. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas, on va dire, mis en avant. Enfin bon. Et imaginez en plus un enfant qui est pris en charge par un psychanalyste, qui va chercher en lui sa part de responsabilité. On est vraiment dans un monde de fous, hein. Et à savoir également, parce que beaucoup s'étonnent que qu'un enfant puisse parler des années plus tard, c'est parce qu'il y a eu un processus psychique qui a pu effectivement traiter l'information. Parce que lorsque c'est pas traité, lorsque c'est pas correctement traité, ça fait des traumatismes. Et généralement, ils vont cloisonner ce type d'information pour pouvoir continuer à vivre.
L'ego, en fait, il va protéger, il va contorsionner la réalité pour essayer, effectivement, il y aura une adaptation psychique à tout ça. Jusqu'à un moment donné où il y aura effectivement ces souvenirs qui vont revenir, créant chez eux, pour beaucoup, des grosses crises, voire un éclatement de leur psychique. Voilà, voilà. Donc, voilà, donc c'est une grosse interrogation. C'est effectivement de remettre la notion effectivement du corps et de la sensation qui n'est pas et qui ne peut pas être maîtrisée. Voilà.